Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un patient qui est atteint d'une leucémie chronique, un cancer du sang. On y va. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Je suis dans une salle d'attente de l'Institut Bordet. Dans son cas, l'option prise au moment du diagnostic n'a pas été de débuter immédiatement un traitement. Au contraire, il a été décidé de surveiller la maladie et d'attendre en fait. Alors, comment vit-on avec ce type d'approche ? C'est précisément ce qu'on va aborder avec son témoignage. Bonjour Vincent, merci beaucoup de nous accorder votre temps. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, qui êtes-vous ? Je suis un pré-retraité, heureux, et donc je suis père d'une fille de 31 ans qui est kinésithérapeute. Je suis moi-même kinésithérapeute et pédicure médicale. Je pratique encore un tout petit peu, mais vraiment très peu. Voilà. Et j'ai 62 ans. Donc vous pratiquez, vous êtes en pré-retraite, on peut dire ça ? Je suis en pré-retraite, oui. Dans les prochains sujets qu'on va aborder, je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu arrêter à 61 ans. Pourquoi vous avez voulu arrêter à 61 ans ? Parce que j'ai mon frère aîné qui est décédé à 62 ans du cancer du cerveau. Et donc, je me suis dit, la vie est trop courte pour ne pas pouvoir en profiter. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler anticipativement. Parce que je pouvais aussi me le permettre financièrement, mais aussi pour pouvoir jouir des années qui me restent à vivre, que j'espère évidemment le plus nombreuses possible. Absolument. Pouvez-vous nous expliquer quel est le diagnostic que vous avez reçu et comment vous avez reçu ce diagnostic ? Alors, effectivement, c'est un peu bizarre comment j'ai reçu le diagnostic parce que j'ai le reçu très tard, très tard. Donc, on l'a décelé il y a plus ou moins une douzaine d'années. Parce que j'avais fait un petit accident ischémique transitoire. Donc, on avait fait tous les tests, scanner, tout le bazar, prise de sang. Et là, on m'a détecté un taux trop élevé, beaucoup trop élevé de lymphocyte B. Mais, bizarrement, pendant 10 ans, on ne m'a jamais parlé de cancer. Donc, pour moi, j'avais pas le cancer. Ou alors, comme l'hémato m'expliquait, que comme mes taux de lymphocytes étaient toujours stables, mais beaucoup trop élevés, mais que ça restait stable au fil des années, il m'a toujours expliqué que je pouvais rester comme ça jusqu'à 80 ans. Et donc, moi, je me suis jamais estimé véritablement cancéreux. La première qui m'a parlé de cancer, qui a prononcé le mot cancer, c'était mon médecin généraliste. Il y a 1 an ou 2, quand elle m'a dit « Oui, mais concernant votre cancer », et alors quand j'ai entendu le mot cancer, là je me suis dit quand même « Oui ». Mais sinon, voilà, donc c'est comme ça qu'on a décelé mon problème. Et donc, 10 ans après le diagnostic, vous avez appris que vous aviez un cancer, alors que vous étiez, on va dire, sous surveillance depuis 10 ans. Je suis sous surveillance depuis 12 ou 13 ans et on ne m'a effectivement, en tant qu'hématologue, jamais prononcé le mot cancer ou peut-être de temps en temps leucémie ou pré-leucémie. En fait, c'est ce mot-là que je retiens, c'est la pré-leucémie. Est-ce que vous pensez que c'était pour vous protéger psychologiquement ? Peut-être qu'ils n'ont pas voulu prononcer le mot cancer. Enfin, je trouve ça bizarre quand même qu'il ne l'ait jamais prononcé pendant 10 ans. Ça, c'est un truc que je trouve interpellant. Mais donc, il y a plus ou moins 2 ans, il y a eu ce diagnostic de cancer qui a été confirmé, cette leucémie, on va dire. Et donc, quel impact ce mot a eu jusqu'à présent sur votre qualité de vie et sur le plan mental comme physique ? Donc, depuis 12 ans, je suis sous surveillance plus ou moins 1 fois par an. Donc, il y a pas encore de médicalisation de ma maladie, mais je le vis très bien parce que je me sens en super forme. En fait, apparemment, je suis jusqu'à présent asymptomatique. Je ne maigris pas, je ne transpire pas, je n'ai pas de ganglions gonflés. Donc, pour moi, le mot cancer est encore très loin dans ma tête.
Justement, vous êtes en pleine forme. En tout cas, ça se voit. Vous pétez la forme, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a une compréhension suffisante de votre maladie de la part du monde extérieur ? Je pense qu'il y a, avant de parler du monde extérieur, il y a peut-être de ma part un manque de recherche. Je n'ai pas voulu trop approfondir ma recherche personnelle sur Internet, sur Google. Je crois que au moins j'en sais, au plus je suis zen. Et de ce fait-là, moi, j'en ai pas beaucoup parlé à mon entourage. Bon, ma femme est au courant, bien sûr, ma fille, mon frère aîné, qui est malheureusement décédé, était au courant, mais il ne s'inquiétait pas plus que ça, puisque, comme vous dites, je pète la forme. Et donc, maintenant que vous êtes toujours dans cet état de forme formidable, vous décidez de ne pas élargir. Vous avez votre tout proche qui savent, mais pas au-delà. Vos amis, par exemple, ne savent pas. En fait, ce que je dis, c'est que j'ai un problème sanguin. Je ne veux pas cacher le fait que ce soit un cancer, mais j'ai du mal à prononcer le mot cancer, ça c'est vrai, oui. Comment vos proches prennent-ils, eux, ce mot cancer ? Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant que c'est un cancer. Puisque je parle, allez, peut-être sans vouloir le faire exprès, de manière déguisée, de mon problème. Donc je dis parfois, je suis en pré-cancer. Voilà, c'est comme ça que je vis la chose. Mmh. Et donc vous m'avez dit votre femme est au courant ? Oui. Et vous avez dit aussi votre fille ? Oui. Alors comment elle réagissent-elles ? Comme c'est une prise de sang actuellement annuelle, on s'en inquiète plus ou moins qu'une fois par an. Et ma fille me pose des questions, tiens, comment ça va ta prise de sang ? Mais bon, voilà, sans plus. Votre hématologue vous a-t-il expliqué pourquoi un traitement n'a pas été initié tout de suite ? Oui, parce qu'en fait, dans l'hôpital que je fréquente, j'ai consulté involontairement plusieurs hématologues, puisqu'il y en a un qui partait, un qui n'était plus en fonction. Donc chaque fois, j'avais un autre hématologue, mais ils me disaient tous la même chose, que tant que mon taux reste stable, il n'y a pas à s'inquiéter et il n'y a pas à entamer un processus purement médical. Et donc, quand les hématologues que vous avez vus vous ont parlé de cette période de surveillance et d'attente, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ? Vous aviez entendu parler de ça, de cette manière de pratiquer ? Oui, ça dès le début, ils m'ont expliqué que je pouvais effectivement rester à des taux très élevés 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas trop de mon problème cancéreux. On n'a pas encore vraiment parlé de savoir en quoi consiste véritablement le traitement en question. Ah oui. Mais comme je me sens bien, j'ai pas trop envie de savoir les détails. Donc vous n'avez pas un sentiment d'incertitude qui vous embête, genre oh là là, peut-être qu'à un moment, un jour, on va devoir commencer un traitement. J'ai envie qu'on le fasse le plus tôt possible. Ben non, parce que c'est pas le patient qui va demander docteur, donnez-moi des médicaments pour ma leucémie. C'est pas moi qui suis médecin, c'est pas moi qui ai fait 12 ans d'études. C'est au médecin, me dit voilà, bon maintenant il est temps de commencer quoi. Donc c'est pas moi qui suis demandeur, en tout cas. Vous m'avez dit que vous venez à l'hôpital simplement une fois par an, c'est ça, pour la surveillance ? Les premières années, c'était tous les 6 mois. Et puis, comme apparemment c'est quand même relativement stable, mon hématologue actuel me dit qu'une fois par an est suffisant. Et quand vous allez à ces consultations, est-ce que vous êtes particulièrement stressé ? Légèrement. C'est-à-dire, je me dis, allez, espérons que ce soit la même prise de sang que l'année passée et que ce soit pas doublé. Voilà, mais c'est le seul petit stress que j'ai.
Et est-ce que vos émotions ont évolué depuis ces dernières années ? Depuis que mon médecin traitant m'a prononcé de but en blanc le mot cancer, un peu plus, oui. Donc je suis un peu plus tracassé, mais quand même relativement zen. Donc vous ne sentez pas spécialement une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Non. Écoutez, en tout cas, vous avez un esprit déjà qui est très positif. Effectivement, je pense que apparemment, surtout dans le cancer, si on est trop stressé, trop angoissé, je pense pas que ça résout les choses. Savez-vous quand, éventuellement, il pourrait y avoir le début d'un traitement ? Oui. Le jour où j'ai une prise de sang qui m'annonce qu'en 6 mois, j'ai doublé mon nombre de lymphocytes B, etc. Oui, alors oui, je sais qu'on va entamer un traitement. Donc vous êtes au courant des critères qui peuvent entraîner le début du traitement. Ces critères-là, et alors les critères symptomatiques que je n'ai pas encore actuellement. Quels sont ces critères symptomatiques ? Eh bien, la perte de poids probablement assez rapide, l'hypersudation, le gonflement des ganglions, enfin tout ce qu'elle vérifie à chaque consultation. Alors, en plus des informations que vous avez reçues de la part de vos prestataires de soins, hématologues, vous n'avez pas fait de recherche spécifique par vous-même. C'est vraiment zéro ou bien quand même un peu ? Non, c'est pas zéro. Les premières années, je regardais ce que c'était qu'une lymphocytose B. Voilà. Mais comme c'est assez complexe à piger, j'ai vite laissé tomber. Voilà. Est-ce que vous êtes confronté à d'autres défis pendant cette période que vous vivez pour le moment ? Évidemment, la mort de mon frère m'a fort, attristé, puisqu'il est mort à l'âge de 62 ans, qui est mon âge actuel. Donc demain, je vais avoir 62 ans. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler, de profiter de la vie. Voilà. Et alors une deuxième chose, où j'ai pris ça aussi très zen, c'est que j'ai eu un mélanome malin dans le dos, qui a été découvert par le dermatologue grâce à l'assistance de mon épouse. Il y a longtemps ? Il y a 3 mois. Comme dit le dermato, il dit j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que vous avez un cancer de la peau qui est malin. J'ai dit bon, ok. Et puis il me dit mais la bonne nouvelle, c'est que c'est in situ. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de propagation ailleurs. Et je dis bon, ok, alors on l'enlève et puis c'est fini quoi. Je dois juste faire attention à l'exposition au soleil et mettre en cas de soleil une protection solaire. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses. C'est plus mon frère, évidemment, qui m'a... Le départ de mon frère. Et le mélanome, c'est comme la leucémie que j'ai. Je suis absolument zen à ce niveau-là, quoi. Donc, il a été enlevé. Maintenant, je dois vérifier tous les 3 mois et puis probablement tous les 6 mois pour voir s'il n'y a pas un autre mélanome qui se forme ailleurs. Mais à part ça, tant que c'est sous surveillance, je ne m'inquiète pas plus. Alors, vous bénéficiez justement d'une surveillance et d'un encadrement médical régulier. Si vous pouviez étoffer cet accompagnement en dehors du médical pur, par de la psychologie ou que sais-je encore, qu'aimeriez-vous trouver ? Je pense que comme je suis assez zen vis-à-vis de la maladie, je ne pense pas personnellement avoir besoin d'une aide supplémentaire. Par contre, pour les gens qui seraient plus stressés à l'idée d'avoir cette maladie, je les inviterais à faire des thérapies justement luttant contre le stress, comme la sophrologie ou des choses pareilles, ou la méditation, le yoga, l'acupuncture, les massages, voilà. Mais personnellement, je pense pas que j'en ai besoin. Et pensez-vous qu'il soit possible d'encore améliorer la prise en charge que vous avez ?
Disons que je suis bien suivi. Enfin, c'est difficile à dire. Point de vue, l'annonce de la pathologie proprement dite, est-ce que c'est de ma part une sorte de déni? De déni? C'est possible. Mais ils auraient peut-être dû m'en parler plus tôt, peut-être. Prononcer le mot cancer plus tôt? Oui, mais avec des gants. Des gants, des pincettes, bien sûr. Avec des gants. Probablement que ça n'a pas été dit pour vous protéger. Sans doute. Et ça m'a bien servi puisque ça m'a permis de vivre 10 ans et 12 ans avec cette pathologie qui pour moi est tout à fait vivable et ça pose aucun souci sur ma vie quotidienne. Mon quotidien. Donc en plus je fais beaucoup plus de sport qu'avant parce que je suis en arrêt de travail, donc je fais 4 heures de tennis par semaine, 3 heures de vélo, 6 heures de pétanque et 3 heures de rando. Peut-être pas ça toutes les semaines, mais quasiment toutes les semaines. Ok, donc vous avez modifié votre mode de vie pour préserver votre santé. Oui, mais pas en fonction de la leucémie. Non, c'est pas pour ça que je le fais. C'est pour ma santé tout court. Oui, mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez aussi décidé de suivre un nouveau régime alimentaire, par exemple, pour préserver votre santé encore? Alors, je devrais, oui, parce que donc un des symptômes apparemment de la leucémie, c'est perdre du poids, mais au contraire, je gagne du poids. Donc, il faudrait effectivement que je fasse, si possible, attention plus à mon alimentation. Est-ce que vous avez des conseils à donner à d'autres patients qui vivent la même chose que vous? Mais s'ils vivent vraiment la même chose que moi, c'est-à-dire être asymptomatiques, je leur conseille vivement de rester le plus zen possible. Et pour ceux et celles qui seraient plus stressés à l'idée d'avoir cette maladie, justement de se faire aider par des thérapies parallèles. Pour éviter d'être trop stressé à l'idée d'avoir cette maladie. Comme la méditation et autres. Comme la méditation, la sophrologie, la relaxation, etc. Écoutez, merci beaucoup, merci même infiniment pour votre témoignage. Les informations et les conseils que vous donnez seront certainement très utiles à beaucoup de patients qui vivent les mêmes genres de situations. Un tout grand merci à vous. Je suis content. Si ça peut aider certains ou certaines patientes à mieux aborder le sujet, alors on aura fait du bon travail. Vous voulez en savoir plus sur le principe de surveiller et attendre? Alors n'oubliez pas d'écouter le prochain épisode de ce podcast. Patrice Goldberg y rencontre le docteur Wolfram. Elle est hématologue à l'Institut Jules Bordet de Bruxelles et spécialiste du principe surveiller et attendre. Vous trouverez plus d'informations sur la leucémie lymphoïde chronique sur le site web www.vivreavec.be. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.